Bonjour et bienvenue pour cette émission dédiée au design. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Lys. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous faites partie de la nouvelle génération de designers et vous êtes directeur artistique de la maison Airborne Design. Fait marquant spectaculaire, à 28 ans, oui, à 28 ans, vous êtes le plus jeune designer à rentrer au Mobilier National avec votre fauteuil à bascule en verre, le B52. Oui. Bravo. Merci. Pour démarrer, Maxime, quelle est votre vision du métier de designer ? Déjà, c'est vrai que c'est une question assez difficile et je pense que c'est le travail au quotidien qui permet de fabriquer cette définition-là. C'est un métier qui existe depuis toujours, mais qui a une définition que depuis les années 50, inscrite d'abord par Roger Talon avec le train corail, tous ces éléments-là. Et donc le design, je pense qu'on va pouvoir en parler là pendant 20 minutes et distiller un petit peu ma vision. Mais je pense qu'il y a surtout en fait dans le design un côté fantastique où on peut travailler au service des gens, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que le design, c'est parce qu'il y a des personnes qu'il y a du design, qu'on fait des objets, qu'on fabrique, et que les gens ont cette propension à la créativité, que ce soit dans la conquête de l'espace, dans l'agriculture, et nous, on est là pour accompagner toute cette créativité-là, et de mettre la matière, finalement, aux idées des gens et à nos propres idées. Donc, c'est une vision, en fait, assez positive, parce qu'en fait, on travaille sur différents secteurs, très très larges, très très éclectiques. Et moi, je l'ai appliqué d'une façon un peu pour canaliser mon travail avec la notion d'acte minimum que j'ai rédigé sous forme de manifeste, qui est basé sur un principe d'économie de matière et de logique constructive. Ça permet, comme je le dis, de canaliser un peu mon travail et du coup de pouvoir m'adapter à différents projets. Et prendre en compte les problématiques environnementales. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, l'économie de matière, c'est dire... la logique constructive, il y a un fondamental qui est l'écologie. On en parle beaucoup. Comment on la met en œuvre ? Voilà, effectivement, il y a des contraintes sociétales, politiques, environnementales. Il faut réussir à fabriquer pour aller dans le sens du développement. L'objectif, c'est d'aller dans ce processus d'évolution de l'humanité sans arriver au terme de l'échec. Et donc le design doit bien évidemment prendre en compte tout ça, sans forcément avoir l'obligation toujours de tamponner avec des labels d'écologie, puisqu'en fait, intrinsèquement, je crois que l'écologie, quand on fait des choses sensées, elles ont une forme d'écologie liée à la création. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Vous m'avez mentionné pendant cette préparation Bruno Munari, qui est une figure visionnaire du XXe siècle, visionnaire italien. Hein. Oui. Et Bernard Venet, qui est un artiste plasticien et qui travaille le métal, les sculptures métalliques. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots ? C'est vrai que Bernard Venet, en fait, alors l'inspiration, encore une fois, je pourrais donner une réponse un peu pragmatique. En disant l'inspiration, elle est effectivement dans des artistes contemporains ou historiques. Et puis il y a l'inspiration qui est beaucoup plus, encore une fois, créative et humaine, celle qu'on va voir au bistrot, qu'on va voir dans le fourmillement un peu de notre société, au métro, dans toutes ces choses-là, et observer finalement ce qui me semble bien aller et ce qui me semble pas bien aller. Et donc le design, le titre d'inspiration, c'est surtout la créativité. Je dirais l'observation qui va se transformer en curiosité ou inversement. Et dans tout ça, effectivement, il y a des gestes qui sont ceux de Bruno Munari, qui a la capacité de noter un petit peu toutes les actions qu'il fait et de les rendre utiles à la création, avec des étudiants, par le biais de projets. Voilà, il va comprendre des matériaux, il va s'investir dans des recherches toujours plus presque farfelues, mais finalement, c'est un designer qui me plaît beaucoup parce qu'il y a quelque chose de très humain dans ce qu'il fait. Il a fait des BD pour enfants, j'ai une gestuelle avec mes mains, il les a comprises. Voilà, le graphisme, il en a parlé. Et en fait, il a mis des mots sur des sensibilités. Et le design, finalement, c'est avant tout un travail d'extraction du sensible. De capter que chez l'être humain, il y a tout ce qu'on fait est lié au sensible, par affection, par détermination. Et le designer, c'est de réussir à matérialiser, à passer d'une forme de perception à une sensation. Et inversement, encore une fois, d'une sensation à une perception, où là, on va donner notre avis quand on perçoit, et notre avis va souvent passer par la mise en matière, donc par la réalisation d'objets. La meilleure inspiration que je peux avoir, c'est un appel le matin d'un client qui aura un projet. On rappelle que le design, c'est l'utile. Normalement, on fait des objets qui ont pour origine un besoin. Donc si un client appelle pour quelque chose, c'est que d'emblée, il y a un besoin.
Donc je trouve ça fantastique. Et ça peut être une création individuelle Il y a soit avec un cahier des charges qui est attribué comme ça, soit effectivement à l'image de Bernard Venet, où un matin il passe, c'était proche de Marseille dans les années 60, et il voit une coulée de goudron sur une falaise. Et il y voit un geste, encore une fois, c'est pas un geste maîtrisé, c'était même quelque chose un peu anti-écologie. On va acheter un peu là, du reliquat de pétrole sur une falaise, et il y voit quelque chose de plus beau que n'importe quel type d'art possible, à une autre échelle, qui n'est pas celle de la galerie, qui n'est pas celle de la réflexion. C'était un geste comme ça, presque intrusif, et qui a fabriqué de longues années de sa carrière. Donc mon inspiration, elle est aussi dans ça, dans la capacité à voir ce qu'appelait Pascal Bourg l'infraordinaire, réussir à capter avec une observation sans limite des détails qui peuvent faire sens si on les met dans une exécution au service du design ou de la création. Maxime, vous portez aussi une seconde casquette, celle de directeur artistique pour la très célèbre maison Airborne, créée en 1951, connue pour son célèbre fauteuil Butterfly. Oui, alors... En quoi consiste cette direction artistique? Des collaborations, des créations? La direction artistique, en fait, déjà, c'est vrai que Airborne, ça a été la première maison d'édition qui m'a fait confiance et qui m'a édité sur un produit. Donc, ça marche comme dans la littérature. Nous, on rédige quelque chose dans notre coin et puis on va aller voir des éditeurs pour fabriquer notre projet. Ils m'ont fait confiance sur ce projet-là et en fait, est née une relation humaine qui était sans pareil. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de très très intéressant. Humainement, on a défendu des projets. J'ai compris une histoire qui date depuis les années 50, créée par Charles Bernard, où le premier mobilier était pour le Moulin Rouge. Enfin, il y avait toute une sensibilité qui, moi, me plaisait. Et au fil des projets, au fil de ma carrière, je ne suis pas allé chercher différents types de maisons d'édition. Je suis resté focalisé sur celle-ci et sur des projets avec des privés ou des galeries à titre personnel. Donc tout ça, ça m'a permis effectivement de créer une relation forte et de comprendre cette société-là, avec effectivement son icône, le fauteuil Butterfly, renommé le AA, dans lequel il y a eu Charles de Gaulle qui s'est assis, dans lequel on a eu Brad Pitt pour mettre des célébrités, mais dans lequel en fait des familles ont grandi, des icônes contemporaines comme Jean-Charles de Castelbajac, qui du coup lui aussi s'est assis dans ce fauteuil et a compris cette icône-là, et avec lequel aujourd'hui mon rôle de direction artistique, c'est de donner une direction à cette entreprise. C'est pas un terme d'autorité, c'est pas une direction autoritaire, c'est une direction géographique. Je pense, par intuition et par observation, qu'Airborne devrait se présenter à tel salon, devrait envisager tel genre d'objet, et c'est toujours en communication avec les repreneurs de cette entreprise, Christine Prévert et Patricia Lejeune. C'est une cohabitation d'esprit. Où je me prétends effectivement avoir le rôle de direction artistique en soumettant des projets, des collaborations et des nouvelles collections. Oui, puisque Airborne collabore régulièrement avec de belles maisons. Oui, on a effectivement, il y a de très belles maisons, Dior, Chanel. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a une forme de très grosse responsabilité quand on va donner ce qui nous pense être juste pour cette entreprise. Et surtout que le fruit de notre travail, il n'est jamais imminent. Il faut toujours un certain temps. Donc on a beau travailler pour nos contemporains, parfois il faut 2, 3, 5 ans, peut-être même 10 ans, pour que nos travaux prouvent une certaine réussite et réalité. Donc la direction artistique, voilà, j'ai eu la chance de travailler auprès de Shafik, qui est toujours le directeur artistique chez Lancôme. Et je venais en tant que consultant extérieur, donc j'apportais normalement quelque chose, mais il faut aussi savoir que peu importe les projets dans lesquels on se situe, on apprend beaucoup en temps réel, et alors, très particulièrement chez lui, j'ai beaucoup appris, et je pense avoir récupéré, ou en tout cas affûté mes armes pour pouvoir prétendre investir la direction artistique d'Airborne. Et vous avez créé aussi une assise pour Airborne, qui est vendue chez Airborne. Et qu'on a ouvert d'ailleurs en gamme maintenant. L'assise, je pense que je peux recouper avec mon histoire d'Acte Minimum, c'est vraiment l'essence. Alors quand on doit nommer un objet, c'est pas facile, beaucoup de noms sont pris, et puis j'avais pas envie de mettre un nom commun ou un nom propre ou des choses comme ça. Et l'assise, c'était essayer de représenter l'évidence de cet objet-là. On a essayé de travailler quelque chose de relativement simple, qui n'a pas vraiment de code, ni pour l'intérieur, ni pour l'extérieur, qui était un peu un objet universel, avec une attitude
très proche de ce qu'est l'entreprise Airborne, Oui. mais suffisamment loin pour pouvoir être légitime à la création. Et donc là, on en a fait toute une gamme de plus haute, de plus basse. Voilà. J'ai cru voir une photo sur Instagram où vous étiez en compagnie de Philippe Starck, qui s'emparait de vos couverts. Parlons art de la table. Oui. Hein? Bah, c'est vrai que, bon, il faut avouer que Philippe Starck, c'est le pape dans la profession. Donc d'avoir une approbation visuelle, orale de sa part sur le fait que mes couverts sont bien, sont pertinents d'un point de vue design et intéressants d'un point de vue objet et usage, bah, c'est top. Maintenant, effectivement, l'art de la table, moi je viens d'une famille où toujours on a mangé les repas du midi, du soir. Ça a toujours été un moment important. Donc évidemment le repas du dimanche, mais voilà, comme je dis, tous les jours. Avec des parents aimants qui nous font à manger, où on a toujours eu cet investissement-là autour de la table. Donc je pense qu'il est normal que j'y prête une certaine attention. Ouais. Et comme on disait que le design, c'est un sujet d'observation, ça me permet d'observer 2 fois par jour minimum ce sujet d'art de la table. Et donc d'en révéler certains aspects positifs et parfois certaines carences. Et les projets pour lesquels j'ai pu me rapprocher ou travailler sont souvent en lien avec la restauration, l'hôtellerie. Peut-être des collaborations avec de belles maisons étoilées? Oui, alors avec le château de la Traîne, par exemple, qui est surtout voilà, un relais château très beau, où moi j'ai dû dessiner la table, mais tout de suite on pense forcément au couvert qu'il peut y avoir dessus. J'ai été rapproché par le Mirazour pour proposer à Menton. Voilà, il y a eu différents projets en cours aussi avec des restaurateurs. Avec des événements peut-être aussi autour d'événements? Oui, je pense que c'est très très large. Il y a beaucoup d'événements au Festival de la Photo à Arles. Oui. J'ai été invité à proposer mes couverts. Mais quand on parle couvert, donc c'est tout cet ensemble d'art de la table. J'ai surtout ma copine aujourd'hui, Marie, qui travaille dans la restauration, dans la cuisine. Vous travaillez en collaboration tous les deux sur... On est en train, sur un nouveau projet qu'on est en train de créer. Voilà, on se projette sur l'idée de manger, en fait, tout le plaisir que ça peut apporter. Et tout ce qu'on n'a pas forcément encore, tout ce qu'on n'est pas forcément encore allé chercher. Bien sûr, au niveau des papilles, mais moi je suis très joueur en fait. Ouais. Et voilà, pour boire un verre d'eau, s'il y a simplement un verre ou une paille, je dis qu'il y aurait d'autres choses à faire peut-être. Et donc on s'amuse un petit peu de ça, tous les deux. Et quand on voit que des choses fonctionnent, on n'hésite pas à les proposer aux autres, parce que voilà, je pense que le design... l'acte minimum peut parfois avoir une espèce d'image d'austérité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part très, très ludique dans ce travail-là, et que les gens, très sensibles, encore une fois, et ludiques. Et donc l'art de la table, ça le représente drôlement, quoi. J'ai cru comprendre, donc, au centre Georges Pompidou, à la boutique, donc vous aviez 5 objets à plat en vente. Donc ça, c'est une société que j'ai créée avec des associés qui s'appelle Manip, où la baseline, c'est plier. On a essayé de comprendre justement toutes les contraintes contemporaines qui sont pour les entreprises, le stockage, la livraison, recevoir, ce que font les gens avec leurs objets, l'empreinte de Bruno Munari ou d'Enzo Mari qui a pu être laissée dans l'histoire du design. Et donc on a essayé de créer quelque chose de relativement évident où les objets sont vendus à plat et que les gens viennent déplier, plier eux-mêmes, un peu à l'image d'origami, mais moins dans ce geste japonais aux formes un peu facettées, triangulaires, des choses très colorées, très évidentes. Et puis après, les projets, surtout, quand je parlais de personnes qui m'appellent, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quand même un certain crédit. Et aujourd'hui, une des plus grosses parts de projets que je pourrais avoir, c'est le lien avec la sculpture. Oui. C'est poser cette question, la membrane très fine entre le design d'objets industriels, la sculpture qui est normalement une pièce unique, posée. Et puis voilà, je prends plaisir à voyager, à découvrir. Je vais au Portugal, les 2 choses majeures qu'on voit, c'est éventuellement le tram, un très beau pont, qui nous fait penser à l'autre côté de l'océan, et puis une très grande sculpture qui fait penser au Corcovado. Voilà. Et je me dis finalement, ce qui rend structure à une ville, en plus de son histoire, c'est des événements majeurs de sculpture, des espèces de représentations comme ça matérielles pour une ville. La Tour Eiffel pour Paris, toutes ces choses-là. Donc je suis plein de fantasmes et j'adore travailler de plus en plus le sujet de la sculpture. Les 1% artistiques. Les 1% artistiques, grâce travailler avec... à mon actuel agent qui s'appelle Eric Hennebert, que je remercie, qui me permet de croire en ces projets de sculpture-là.
Travailler donc avec des architectes. Voilà, avec des architectes, avec des entreprises, que ce soit Jacquard, Winard, ou alors avec tout un tas d'autres types d'entreprises, des déchets, de vin, des choses comme ça, pour fabriquer des projets sculpturaux. Et là, c'est sublime parce qu'en fait, c'est l'art que je préfère, c'est la poésie. Et en fait, pour moi, une sculpture, c'est une forme de poésie, d'une mise en matière d'une poésie. Il faut trouver la bonne synthèse pour pas qu'il y ait pour pas qu'on rétrécisse, qu'on comprime l'idée, mais parfois, une belle poésie, avec quelques mots, on peut créer une révolution. Et la sculpture, je pense que c'est ça. Donc, les projets que je peux avoir me permettent de passer du temps sur le sujet, de bien comprendre l'histoire de l'entreprise ou du projet, afin de créer un projet contemporain qui puisse demain être prolongé. Et c'est vrai que sur la sculpture, je retrouve un plaisir très gourmand, pour faire un lien un peu là, avec la gastronomie, les arts de la table. Donc aujourd'hui, voilà, ma structure me permet de travailler de la grande série, où là, effectivement, il y a des responsabilités qui sont bien différentes en termes de mise en œuvre, de matériaux, de complexité, de complexion, de structure. Et puis, parallèlement, des pièces qui sont beaucoup plus penchées sur le sensoriel et l'évaporation d'une idée, ou en tout cas cette mise en matière-là, et le rêve que chacun peut injecter dans ce produit. Alors on peut retrouver vos créations dans votre nouveau lieu, votre nouveau showroom à Lyon, voilà, qui vient d'ouvrir. Oui, c'est tout neuf. Donc je suis arrivé j'en viens de ce matin. C'est donc au 11 rue de l'Arbre Sec, c'est sur la Presqu'île, à côté de l'hôtel de ville. Et voilà, l'idée, c'était d'avoir un lieu qui permette d'exposer mes objets, de travailler la cuisine et voilà, de faire des réunions sans qu'elles aient l'air d'être une réunion, finalement. Donc les clients peuvent venir, les personnes peuvent venir, les amis aussi. Et c'est un endroit où tout va se mettre en œuvre. Et on projette donc de créer des tables, peut-être de 2, 3, 10, maximum 12, pour aller chercher des expériences qui, je l'espère, sont vraiment inédites et inexpérimentées. Donc on peut prendre rendez-vous directement et venir vous rencontrer sur Lyon. Voilà, sur Lyon. Là, on travaille, effectivement, ce lieu-là est sur Lyon. J'ai encore une antenne sur Bordeaux, du coup, puisque j'ai passé une dizaine d'années là-bas. Et puis là, dans les faits un peu marquants, j'ai le plaisir de pouvoir exposer dans une galerie qui se situe au Palais Royal, dans les galeries du Palais Royal. Ça, ce sera en septembre. Très bien. Alors là, j'y ai mis... ça fait longtemps que je travaille dessus. Et on touche tout le spectre des objets que j'ai pu fabriquer, un peu comme un laboratoire. Je travaille dans des galeries comme dans un laboratoire. On part du casse-tête, on va réfléchir sur des nouveaux matériaux injectés dans les casse-têtes, voilà, dans la main. Des petits objets ou ça va être aussi des objets... La galerie ne permet pas forcément d'injecter de très très gros objets. Mais oui, là, voilà, alors les casse-têtes sont tout petits, mais il y a c'est la mise en image de la notion d'acte minimum, l'application de cette notion-là. Donc là, effectivement, comme on est sur l'objet, c'est des petits objets. Et ensuite, un travail de sculpture qui aura une beaucoup plus grande échelle en lien avec la Paris Design Week de septembre. Un grand merci, Maxime. Merci à vous, merci beaucoup.